Oui, Dominique Bourg. Donc, je suis philosophe de formation. J'enseigne à l'université de Lausanne depuis un certain nombre d'années maintenant. Qu'appelez-vous et comment définissez-vous la finitude? La finitude, c'est en quelque sorte le point central, c'est l'espèce de retour sur soi. On se rend compte des dégradations qu'on occasionne et c'est une démarche globale pour rompre en quelque sorte avec un fantasme de la modernité, d'une action infinie aux possibilités infinies, de désir infini, de croissance économique infinie. Et ce mot de finitude, c'est un peu un porte-drapeau pour bien comprendre que cette espèce de tendance vient nous amener dans la situation assez dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que la décroissance est un terme qui vous parle et comment pourrait-elle s'articuler? Pour moi, la décroissance, c'est d'abord la décroissance des flux de matière et des flux d'énergie. Et comme on ne sait pas réduire les flux de matière et les flux d'énergie sans réduire le PIB, alors on peut parler de décroissance de manière plus générale. Cela dit, ce n'est pas un absolu. Tout n'a pas à décroître. Et je dirais même que pour préparer un pays à vivre avec un PIB qui ne sera plus croissant, et qui même sera probablement décroissant, il faut dans un premier temps ménager une certaine forme de croissance. Par exemple, il faut réhabiliter le bâti, de telle sorte qu'il suscite le moins de consommation d'énergie possible. Probablement aussi reprendre un certain nombre d'infrastructures, infrastructures aussi industrielles, de telle sorte qu'on se prépare à une économie nouvelle et pour reprendre l'expression de Tim Jackson, pour une prospérité sans croissance. Et puis je dirais que la décroissance, ça veut avant tout dire la décroissance de ceux précisément qui consomment le plus d'énergie et le plus de matière pour permettre à d'autres de consommer, eux, plus de matière et plus d'énergie qu'ils n'en consomment aujourd'hui. Donc c'est inséparable d'une certaine forme de partage et de rééquilibrage de la richesse à l'échelle du monde. Pensez-vous que les institutions actuelles, notamment politiques, ont les moyens de répondre aux grands enjeux socio-écologiques? De toute évidence, non. On voit très bien aujourd'hui que nos démocraties ne font face à ces questions extrêmement importantes qu'à tout petit pas, voire parfois à reculons. Alors c'est facile à comprendre parce que nos démocraties modernes, occidentales, elles se sont constituées autour d'un cahier des charges assez clair. Chacun aliénait ses droits naturels, ou en tout cas en remettait une partie au souverain, pour autant que le souverain ménageait d'une part la sécurité de tous, ce qui évidemment est tout à fait fondamental, mais aussi la possibilité pour chacun de maximiser ses intérêts. En fait, de produire et de consommer le plus possible. Et nos institutions sont fondées autour de ce ciment, en quelque sorte. Alors ça ne colle plus totalement avec le monde qui est le nôtre. Et donc il faut réformer nos démocraties, qu'on n'ait plus pour seul et unique objectif une accumulation matérielle indéfinie. Ça n'est plus possible. Qu'appelez-vous une démocratie écologique et comment cette dernière pourrait-elle voir le jour? La démocratie écologique, c'est le type d'institution qui va coller avec une prospérité sans croissance, pour reprendre l'expression Tim Jackson, avec finalement des modes de vie qui vont évoluer, avec justement des relations où on continue à avoir un commerce au long cours, mais où une grande partie du commerce redevient un commerce beaucoup plus localisé, maîtrisé, à plus petite échelle. Ce sont donc des institutions où d'un côté, finalement, effectivement, on fait beaucoup plus appel à la participation, aux citoyens, où en même temps on introduit dans la prise de décision publique des éléments de contenu, de savoir assez difficiles, scientifiques, sur l'évolution du climat, sur le rythme d'érosion de la biodiversité, etc. Et puis c'est sans doute aussi une démocratie qui colle avec une évolution des modes de vie, voire des valeurs, voire de la spiritualité relativement différentes. Donc c'est un immense chantier à faire progresser lentement en partant de nos démocraties telles qu'elles existent dans un premier temps. Est-ce que ces nouvelles organisations pourront intégrer une participativité au niveau collectif, mais également une représentativité au niveau de chaque citoyen? Alors, justement, je crois qu'un des défauts de nos démocraties actuelles, c'est qu'elles représentent finalement assez peu les citoyens dans leur diversité.
Si l'on regarde l'Assemblée nationale française, c'est quand même un club de mâles un peu vieux, bourgeois et blancs. Ça ne correspond pas à ce qu'est la France aujourd'hui. Alors c'est compliqué la chose politique. À la fois effectivement, il faut être au plus près du citoyen et en même temps tenir compte de réalités, de choses qui ne sont pas faciles à comprendre pour les citoyens. Donc c'est un peu cette espèce d'aspect contradictoire qu'il faut réussir à surmonter. C'est un peu, disons, le défi d'une démocratie écologique. On a abordé la notion de spiritualité. Peut-on parler de spiritualité laïque et comment cette dernière pourrait-elle se définir ? Alors la spiritualité de l'occidental moyen, c'est un individualisme extrême, c'est le souci complètement fou pour l'accumulation matérielle. Mais en revanche, il y a la valeur respect de l'individu, qui est une valeur extrêmement intéressante. Donc il faut qu'on fasse une espèce de tri, et il faut qu'on fasse évoluer, nous autres occidentaux, nos propres valeurs. Alors, ça, c'est au sens premier. Disons que la spiritualité, c'est un peu un a priori de perception qui fait qu'on va s'orienter d'une certaine manière, aussi bien individuellement que collectivement dans la vie. Et puis on peut prendre un sens beaucoup plus exigeant de la spiritualité, l'endroit un peu inaltérable de la personnalité de chacun, où on est peut-être en relation avec quelque chose qui nous dépasse. Il faut accepter ces deux sens du mot spiritualité et les articuler l'un avec l'autre. Comment définiriez-vous la non-violence et comment cette dernière peut-elle s'intégrer dans nos sociétés ? Je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est plus important que ça ne l'a jamais été. On rentre dans un moment où les sources de conflits entre nous autres, humains sur cette terre, sont gigantesques. Donc la non-violence aujourd'hui, ça doit être notre orient à tous.